Je suis rentré de la pêche, avec 3 heures d'avance. Le lac était agité, depuis le début de la matinée. Le ciel s'était couvert d'un voile gris, dès l'aube, et, vers midi, le vent a soulevé de telles vagues que notre barque a commencé à prendre l'eau. Victor a été le premier à dire ce que nous pensions tous les deux, on plie bagage. Je n'ai pas protesté. Nous avons remonté le matériel, éteint le feu, chargé nos affaires dans la voiture, et nous avons pris le chemin du retour vers la ville. En silence, bercé par le bruit des essuie-glaces, et l'odeur de la bâche mouillée. Victor somnolait sur le siège passager. Je conduisais, et je pensais à une douche chaude, à une bonne soupe, et à Marine. Elle m'avait raccompagné à la porte, le vendredi soir. Elle m'avait pris dans ses bras, et m'avait dit « Reviens avec du poisson », en réajustant le col de ma veste. Elle faisait cela depuis toujours, depuis ce tout premier hiver où nous avions commencé à sortir ensemble. Je l'avais embrassée, en lui promettant de rapporter un brochet. Elle avait ri, et m'avait dit qu'elle me croyait. Marine disait toujours qu'elle me croyait. C'était l'une de ces petites ancres, sur lesquelles repose un mariage. Ce n'est ni la passion, ni les grands mots, mais plutôt ces gestes simples, ces habitudes, ces petites phrases. Le col réajusté, le « reviens avec du poisson », le « je te crois ». 8 ans. Nous étions mariés depuis 8 ans. Et jamais, au grand jamais, je ne lui avais donné la moindre raison de douter. Je travaillais comme un forcené, je bâtissais mon entreprise, je l'emmenais voyager à travers l'Europe, je me souvenais de nos anniversaires, et de ses fleurs préférées, les pivoines blanches. Uniquement des pivoines, jamais de roses. Je pensais la connaître. Je pensais comprendre notre couple, et j'étais convaincu que ce que nous avions construit était authentique. J'ai déposé Victor chez lui, avenue de la République. J'ai décliné son invitation à monter boire un café, et j'ai pris le chemin de la maison. La route était presque déserte. Un dimanche midi, sous un ciel gris, avec de rares passants abrités sous leur parapluie. Je me suis arrêté à un feu rouge, et j'ai croisé mon reflet dans la vitre. Un visage fatigué, une barbe de 3 jours, une tache de poisson et des écailles sur ma manche. Un type ordinaire, qui rentre de la pêche pour retrouver sa femme. Rien d'exceptionnel. L'image la plus normale au monde. Je me suis garé dans la cour de notre immeuble, j'ai sorti mes cannes et mon sac du coffre, j'ai verrouillé la voiture, et je me suis dirigé vers l'entrée. Dans l'ascenseur, ça sentait le repas de quelqu'un. On faisait rissoler des oignons, au 3e étage. J'ai appuyé sur le 6e, je me suis adossé à la paroi, et, sans trop savoir pourquoi, j'ai souri. Juste comme ça. Tout simplement parce que je rentrais chez moi, et que j'imaginais la surprise de Marine. Elle adorait quand je rentrais à l'improviste. Elle disait que cela lui donnait des frissons, dans le bon sens du terme. Que c'était exactement cela, le sentiment d'avoir une vraie famille, quand on ignore l'heure exacte, mais qu'on sait avec certitude que l'autre va rentrer. L'ascenseur s'est arrêté, et les portes se sont ouvertes. Je suis sorti sur le palier, et je l'ai remarqué immédiatement. Notre porte d'entrée était entr'ouverte. Pas grande ouverte, non. Juste de la largeur d'une paume, à peine plus. Une fente, sombre et silencieuse. Je me suis figé, et j'ai posé mon sac par terre. Dans mon esprit, une première explication a surgi, elle était descendue jeter les poubelles, et n'avait pas tiré la porte jusqu'au bout. Ou bien, elle réceptionnait un colis. Ou encore, elle aérait l'appartement. Des explications normales, prosaïques, banales, que le cerveau propose automatiquement, car il n'est pas encore prêt à admettre la véritable cause. Mais ensuite, j'ai entendu un son. Son rire. Un rire léger, un peu haletant, presque à la limite de l'audible. Le genre de rire que l'on a quand on ne rit pas à gorge déployée, mais à mi-voix, de manière intime, exclusivement pour la personne qui se trouve tout près. Je connaissais ce rire. Je le considérais comme mien. En 8 ans de mariage, je ne l'avais entendu que dans un seul contexte, dans un seul endroit de notre appartement, et uniquement lorsque nous n'étions que tous les deux. J'ai poussé la porte, et je me suis avancé dans le couloir, passant devant le porte-manteau où était accrochée une veste inconnue. Je l'ai remarquée du coin de l'œil, et j'ai tout de suite compris à qui elle appartenait, car je l'avais vue des centaines de fois. Je suis passé devant la cuisine, où des assiettes vides traînaient sur la table. Je suis passé devant le miroir de l'entrée, dans lequel mon visage s'est reflété.
Je ne me suis pas reconnu, dans ce reflet. C'était le visage d'un autre homme. Un homme calme, presque indifférent, avec des yeux qui avaient déjà tout compris, mais qui n'en avaient pas encore informé son corps. La porte de la chambre était entr'ouverte, tout comme celle de l'entrée. De la même largeur de main. Je me suis arrêté devant, et j'ai regardé par la fente, juste le temps nécessaire pour qu'il ne subsiste plus le moindre doute. Antoine Sorel. Mon partenaire en affaires, mon ami depuis 12 ans. L'homme à qui j'avais confié ma signature sur des documents, les clés de notre bureau, et une place à notre table, à chaque réveillon du Nouvel An. Sur la table de chevet, il y avait 2 verres. Ils contenaient du vin rouge. J'ai reconnu la bouteille instantanément. Ce vin toscan, que j'avais rapporté 1 an plus tôt de ce voyage que Marine et moi considérions comme nos plus belles vacances. J'avais rangé cette bouteille tout en haut du placard, et j'avais dit que je l'ouvrirais pour une occasion très spéciale, car certaines choses méritaient d'attendre le bon moment. Il n'avait pas attendu. Je regardais tout cela, les verres, notre couvre-lit froissé, et leur visage. Leur visage qui n'exprimait rien d'autre qu'un oubli total, un oubli absolu de tout ce qui se trouvait en dehors de cette pièce. Et j'ai senti que quelque chose se produisait en moi. Ce n'était ni une explosion, ni un effondrement. C'était plutôt un gel. Un processus lent, uniforme, irréversible. Comme lorsque l'eau se transforme en glace, sans bruit, sans aucun drame, juste molécule après molécule, couche après couche, jusqu'à ce que tout devienne solide. J'ai tiré doucement la porte vers moi. Elle n'a pas grincé. J'ai fait demi-tour dans le couloir, et j'ai ramassé mon sac, posé sur le sol, près de l'entrée. Je suis sorti, et j'ai refermé la porte d'entrée à clé, silencieusement. Je suis descendu par l'ascenseur, je suis sorti dans la cour, je suis monté dans ma voiture, et j'ai posé mes mains sur le volant. Derrière le pare-brise, une fine pluie commençait à tomber. La cour était déserte. Quelque part, sur l'aire de jeu, des balançoires grinçaient sous l'effet du vent. Personne, juste le vent. Je suis resté assis là, à regarder droit devant moi. Je ne pensais pas à la façon dont cela avait pu arriver. Je ne pensais pas depuis combien de temps cela durait, ni à ce que je devais dire, ni à qui. Je ne pensais qu'à une seule chose. De manière méthodique, froide, avec cette clarté perçante qui survient lorsque la douleur n'a pas encore atteint la conscience, et que l'esprit est déjà totalement libre. Je pensais à la façon exacte dont tout cela allait se terminer. Je n'ai rien fait, ce soir-là. J'ai simplement roulé. Sans but, sans itinéraire. Juste mes mains sur le volant, et la ville qui défilait derrière la vitre. Pendant 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Je suis passé devant les quais, devant le vieux parc, devant le café où Marine et moi avions fêté notre premier anniversaire de mariage. L'enseigne était toujours la même, seule la lettre A du nom avait grillé. Je me suis arrêté au feu rouge, juste en face, et j'ai fixé ce café plus longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que quelqu'un klaxonne derrière moi. Je suis rentré à la maison vers 20 heures. Antoine n'était plus là, et sa veste avait disparu du porte-manteau. Marine se tenait dans la cuisine, remuant doucement quelque chose dans une casserole. Elle portait un peignoir, et ses cheveux étaient humides. Elle avait eu le temps de prendre une douche. J'ai noté mentalement ce petit détail, presque insignifiant, et je l'ai soigneusement rangé sur cette étagère, dans ma tête, où un dossier commençait déjà à se constituer. Non pas par méchanceté, mais par souci de précision. « Tu es en avance », a-t-elle dit en se retournant, avec un sourire. Un sourire authentique, chaleureux, sans la moindre trace d'effroi. Le lac était agité. « Oui », ai-je répondu, Victor a proposé de rentrer. « Tu as faim ? Je viens juste de terminer la soupe. » « Oui, j'ai faim. » J'ai retiré ma veste, je l'ai accrochée, puis je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé les mains, et j'ai longuement regardé mon reflet au-dessus du lavabo. Mon visage était paisible. Je me suis étonné de cette sérénité, avant de comprendre qu'elle était bien réelle. Ce n'était pas un masque, ni un effort. C'était simplement ce froid, que j'avais ressenti plus tôt dans la voiture, et qui n'avait pas disparu. Il s'était installé quelque part dans ma poitrine, en une couche uniforme. Comme de la glace sous la neige, invisible, mais solide. Nous avons mangé la soupe. Marine me racontait une histoire concernant la voisine du 4e étage,
et son conflit avec le syndic de copropriété. J'opinais du chef au bon moment, je posais parfois une question, et, à un instant donné, j'ai même souri. À un moment, entre deux phrases, elle a posé sa main sur la mienne. Tout simplement. Et je n'ai pas retiré ma main. J'ai recouvert sa main avec la mienne, et je l'ai gardée ainsi une seconde. J'avais besoin de temps. 6 semaines, pour être précis, comme cela s'est avéré par la suite. C'est exactement le temps qu'il m'a fallu. Le lendemain matin, je me suis levé avant Marine, et je suis allé au bureau. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et la première chose que j'ai faite, c'est de relire notre contrat d'association avec Antoine. Dans son intégralité, de la première à la dernière page. Y compris les annexes, que nous avions signées à différentes époques, et qu'il avait visiblement oubliées depuis longtemps. J'ai lu lentement, un crayon à la main. Et, à l'heure du déjeuner, j'avais trouvé ce qu'il me fallait. L'article 14.3. 2 paragraphes, imprimés en petits caractères, que notre juriste avait insisté pour inclure, 3 ans auparavant. Antoine l'avait signé sans le lire. Il faisait toujours ainsi. Il était toujours pressé, et il considérait que les détails étaient mon problème, et non le sien. Ces détails allaient devenir sa condamnation. J'ai appelé un avocat. Pas un avocat local, que nous consultions parfois pour des affaires courantes, mais maître Damien Vasseur, de Paris. J'avais entendu son nom à plusieurs reprises, lors de conversations d'affaires, et toujours dans le même contexte, il vaut mieux éviter d'avoir affaire à lui. J'ai trouvé son numéro par l'intermédiaire d'une connaissance commune, et je l'ai appelé le jour même. Vasseur m'a écouté pendant exactement 12 minutes, il a posé 4 questions, puis il a dit « Venez jeudi ». J'y suis allé. Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet parisien. Un bureau modeste, presque ascétique, sans diplômes affichés au mur, et sans mots inutiles dans la conversation. Vasseur ressemblait à un chirurgien, précis, impassible, ne gaspillant pas le moindre mouvement. Il a examiné le contrat, il a hoché la tête une fois, et il a dit ce que je savais déjà, mais que je voulais entendre de la bouche d'un professionnel. Selon les termes de l'article 14.3, j'avais le droit de racheter les parts d'Antoine, à leur valeur estimée au moment de la signature du contrat. C'est-à-dire, à leur valeur d'il y a 3 ans, bien avant que nous ne fassions tripler la taille de l'entreprise. Juridiquement, c'était irréprochable. Moralement, c'était son problème. Vasseur a commencé à préparer les documents en parallèle. Et cela a exigé de ma part un effort distinct, une froideur particulière. Je me suis occupé du cas de Marine. Pas par colère, mais précisément avec ce calcul régulier, méthodique, qui ne laisse aucune place à l'erreur. J'avais besoin d'une vision d'ensemble. Pas seulement de ce que j'avais aperçu par l'entrebâillement d'une porte, mais de faits, de dates, et de preuves. J'ai engagé un détective privé, qui s'appelait Romain. Il travaillait discrètement, et ses tarifs étaient élevés. 10 jours plus tard, il m'a apporté un dossier. Un dossier gris, ordinaire, fermé par des ficelles. Je l'ai ouvert, dans sa voiture, sur le parking d'un centre commercial, bercé par le son d'une radio étrangère derrière la vitre. Il se fréquentait depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Des reçus d'hôtel, 14 en tout. Différentes villes, et même une fois à Lyon, où Marine était censée aller à une exposition avec une amie. Des photographies, prises sans flash, dans des tons grisâtres. Mais avec des dates absolument irréfutables. Je les regardais, et je me souvenais de ce que je faisais, ces jours-là. Ce reçu-là, en novembre. J'étais cloué au lit avec de la fièvre, et Marine avait dormi chez sa mère, pour ne pas attraper mon virus. Cet autre, en février. C'était 3 jours avant notre anniversaire de mariage, et c'était elle qui avait choisi le restaurant. J'ai refermé le dossier, j'ai remercié Romain, je suis sorti de la voiture, et je suis resté un instant sur le parking, sous le vent glacé, en respirant calmement. La glace, à l'intérieur de moi, ne s'est pas fissurée. Elle est juste devenue un peu plus épaisse. Ensuite, j'ai découvert quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, et c'est ce qui s'est avéré, sans doute, le plus amer. Romain m'a mentionné en passant, presque l'air de rien, que son agence avait déjà travaillé sur notre famille, 3 ans auparavant. La cliente, une femme. La cible de la surveillance, un homme. Marine m'avait fait suivre. 3 ans plus tôt,
alors que je disparaissais en voyage d'affaires pour monter notre entreprise à partir de rien, elle payait un détective pour qu'il me suive à la trace. Le résultat de l'enquête, vierge. Rien à signaler. Elle m'avait fait vérifier, elle s'était assurée de ma fidélité, et elle avait continué à me tromper. Je suis retourné dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai relu notre contrat de mariage. Ce fameux document que nous avions signé 8 ans plus tôt, et que Marine qualifiait de « bout de papier sans cœur » et de « méfiance juridique ». J'avais insisté, à l'époque, et elle avait accepté avec un soupir, en disant « si ça peut te rassurer ». Ça m'avait rassuré. Et aujourd'hui, je lui en étais presque reconnaissant. L'appartement avait été acheté avant le mariage, à mon nom. La maison de campagne, pareil. Les comptes joints étaient divisés strictement, selon des pourcentages d'apport clairement définis. Elle ne possédait pas le moindre levier de pression, et, visiblement, elle ne s'en doutait absolument pas. Elle n'avait jamais relu ce contrat, depuis sa signature. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle me croyait. Durant la dernière semaine, juste avant le dépôt des documents, j'ai travaillé à un rythme normal. J'allais au bureau, je disais bonjour à Antoine. Il était assis à son bureau, il parlait des projets en cours, et, une fois, il m'a invité à déjeuner. J'y suis allé. Nous avons mangé dans le restaurant où nous avions l'habitude de discuter affaires. Il se plaignait de nos fournisseurs. Je lui donnais des conseils. Tout était d'une normalité absolue. Une seule fois, alors qu'il riait à la blague de quelqu'un et qu'il s'adossait à sa chaise, je me suis surpris à le regarder, et à ne rien ressentir. Absolument rien. Ni haine, ni mépris, pas même de l'amertume. Seulement ce froid intérieur, et la conscience parfaitement claire de ce qui allait suivre. Le vendredi matin, Maître Vasseur a déposé les documents pour le rachat des parts. Le vendredi, à midi, j'ai déposé ma demande de divorce. Les deux événements se sont produits à 2 heures d'intervalle. Et, à ce moment précis, ni Antoine ni Marine ne se doutaient de rien. Je le savais pertinemment, car, le vendredi, à 13 heures, Marine m'avait envoyé un message, dîner à 19 heures, je prépare des pâtes. J'avais répondu, entendu. Puis, j'étais parti à la pêche. Mon téléphone a commencé à sonner le samedi matin, vers 9 heures. J'étais assis sur la berge, ma canne à pêche à la main. Un thermos de café était posé à côté de moi, sur une pierre. La brume, au-dessus de l'eau, ne s'était pas encore dissipée. Premier appel, Marine. J'ai regardé l'écran, j'ai remis le téléphone dans ma poche, et j'ai lancé ma ligne un peu plus loin, vers les roseaux de la rive opposée. C'était là que ça mordait le mieux. Deuxième appel, encore elle. Troisième. Quatrième. Puis, une courte pause, comme si elle s'était arrêtée pour réfléchir. Et un cinquième appel, provenant d'un autre numéro, un téléphone fixe. Je n'ai pas décroché. Antoine a appelé à 11 heures. Une première fois, puis une seconde fois, 20 minutes plus tard. Ensuite, il n'a plus rappelé. Cela ne m'a pas surpris. Il avait toujours été le genre d'homme capable d'analyser rapidement une situation. Il avait vite compris. Il était intelligent. Dommage que son intelligence ne l'ait pas protégé de son avidité, ni de la femme d'un autre. J'ai attrapé ma première perche vers midi. Un petit poisson, d'environ 300 grammes, mais vif et nerveux. Il se débattait tellement qu'il a failli m'arracher la canne des mains. Je l'ai décroché, je l'ai gardé une seconde dans ma main, et je l'ai relâché. Juste comme ça. Aujourd'hui, je ne pêchais pas pour ramener du poisson. Céline m'a appelé en début d'après-midi. C'était la meilleure amie de Marine. Elle se connaissait depuis le lycée. Je connaissais Céline depuis presque aussi longtemps que Marine, et j'avais toujours apprécié sa franchise. J'ai répondu précisément parce que c'était elle, par respect pour cette franchise. Hugo, a-t-elle lancé sans préambule, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Oui, ai-je répondu. Elle est en pleine crise de nerfs. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. C'est son choix, Céline. Pas le mien. Un silence. Je l'entendais respirer, avec une respiration rapide, un peu saccadée. Comme quelqu'un qui s'est préparé pour une conversation difficile, et qui réalise soudain que toutes ces phrases toutes faites ne servent à rien.
Tu pourrais au moins lui parler, ou, tout du moins, l'écouter. J'ai entendu ce qu'il fallait, ai-je rétorqué. 1 an et demi, c'est amplement suffisant. Un autre silence, puis, d'une voix très basse. Tu étais au courant depuis longtemps. Non, je l'ai découvert récemment, mais cela ne change absolument rien au résultat. Elle n'a pas trouvé quoi répondre. Je lui ai souhaité une bonne soirée, sincèrement et sans aucune ironie, puis j'ai raccroché. J'ai ensuite éteint mon téléphone, et je l'ai rangé dans mon sac. Il y est resté sagement, jusqu'au dimanche soir. Le divorce s'est déroulé exactement comme se déroulent toutes les procédures bien préparées, sans aucune surprise, sans scène dramatique, avec 3 audiences et plusieurs piles de dossiers. Marine avait engagé un avocat. Un homme jeune, énergique, visiblement ambitieux, qui s'était présenté à la première audience avec l'attitude d'un homme prêt à en découdre. Vasseur l'a accueilli comme un joueur d'échecs expérimenté accueille un adversaire qui ne maîtrise pas encore toutes les pièces, avec politesse, avec attention, et sans la moindre précipitation. Lors de la 3e audience, le jeune avocat n'avait plus l'air du tout ambitieux. Il avait l'air épuisé. Le contrat de mariage avait tenu bon, solide comme un roc, l'appartement, la maison de campagne, les actifs principaux. Tout avait été rédigé de telle manière qu'aucun article ne laissait la moindre faille. Marine a obtenu très exactement ce qui avait été consigné sur le papier, 8 ans auparavant. Pas un centime de moins, mais pas un centime de plus. Quand elle est sortie, après la dernière audience, je l'ai aperçue dans le couloir. Elle est passée devant moi, sans même lever les yeux. Elle portait ce fameux manteau gris, celui-là même avec lequel elle m'avait raccompagné, avant que je ne parte pêcher. Je l'ai regardée s'éloigner, et j'ai cherché quelque chose en moi. De la pitié, de l'amertume, ou même l'ombre d'un regret, pour ces 8 années qui se transformaient désormais en formules juridiques. Je n'ai trouvé que du silence. Un silence plat, presque apaisant. Avec Antoine, les choses se sont passées bien différemment, ce fut beaucoup plus bruyant, plus public, et considérablement plus douloureux pour lui. Vasseur a mené le rachat des parts de façon magistrale. Chaque étape était strictement légale, chaque document était à sa place. Antoine a reçu la notification, et, dans un premier temps, à en juger par sa réaction, il s'est imaginé qu'il pourrait la contester. Il a engagé des avocats, il a exigé des négociations, et il m'a appelé une nouvelle fois. Ce n'était plus l'appel désemparé du jour de la pêche, mais un ton différent. Dur, avec des menaces, et un appel direct à nos 12 années d'amitié. Je l'ai laissé vider son sac, jusqu'à la dernière goutte, puis je lui ai répondu calmement. Antoine, tu as signé ce contrat, et tu ne l'as pas lu. C'était ta décision. Et moi, j'ai pris la mienne. C'est à cause de Marine, a-t-il demandé. Sa voix s'était altérée, devenant plus basse, presque prudente. C'est à cause de l'article 14.3, ai-je répondu. Passe une bonne journée. J'ai raccroché, et je n'ai plus jamais répondu à ses appels. Les avocats qu'il avait engagés ont travaillé pendant 2 mois, avant de jeter l'éponge. Il n'y avait effectivement aucune faille. Le rachat a été acté au prix de l'évaluation fixée dans le contrat, 3 ans auparavant. La différence entre ce prix-là, et la valeur réelle sur le marché actuel, représentait une somme qu'Antoine mettrait énormément de temps à gagner. On raconte qu'ils ont emménagé ensemble, 1 mois après la fin de toute cette histoire. Ils louent un 2 pièces quelque part en grande banlieue parisienne, pas dans la banlieue chic, mais là où les loyers sont plus abordables. Antoine a cherché du travail pendant très longtemps, presque 6 mois. La réputation, dans le milieu des affaires, est une chose fragile. Et la nouvelle de son départ de l'entreprise, dans de telles circonstances, s'est répandue beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il a fini par trouver quelque chose, directeur commercial dans une petite boîte. Ce n'est pas du tout l'envergure à laquelle il était habitué. Quant à Marine, d'après des connaissances communes, elle vend des bijoux sur Internet, et elle donne des cours d'anglais en ligne. Elle m'écrit parfois. Pas très souvent, une fois tous les quelques mois. Des messages brefs, sans entrer dans les détails, j'espère que tu vas bien, ou, je regrette que les choses se soient terminées ainsi. Je les lis, et je ne réponds jamais. Ce n'est pas par méchanceté. C'est simplement qu'il n'y a plus rien à se dire. J'ai retrouvé la bouteille au moment de mon déménagement. Elle trônait en haut d'un placard, enveloppée dans du vieux papier journal,
coincé entre des bottes d'hiver et un carton de décoration de Noël. Ce vin toscan de 2019, que nous avions acheté dans un petit vignoble familial, dans la province de Sienne. Le propriétaire ne parlait pas notre langue. Nous avions dû communiquer par gestes, et Marine riait aux éclats, en essayant de mimer quelque chose avec ses mains. C'était une belle journée. Le genre de journée dont on réalise, plus tard, qu'elle faisait partie des derniers bons moments, même si, sur l'instant, elle semblait parfaitement banale. J'ai pris la bouteille avec moi, et je suis retourné à ce même lac. Celui-là même où tout avait commencé, ou plus exactement, où tout s'était terminé. Je suis arrivé en fin de journée, alors que le soleil descendait vers l'horizon, et que l'eau, de grise, devenait dorée. Il n'y avait personne aux alentours, à l'exception du vent dans les roseaux, et du cri lointain d'une mouette. J'ai déplié ma chaise de camping, j'ai sorti un tire-bouchon, je l'avais pris intentionnellement, en prévision, et j'ai ouvert la bouteille. Je me suis servi un verre. Un simple gobelet, pas un verre à pied. J'ai bu une gorgée, lentement. Le vin était excellent. Profond, avec des arômes de baignoire et une touche un peu sèche, presque résineuse. Ce que les experts appellent le terroir. L'empreinte d'une terre spécifique, d'un été spécifique, d'un lieu bien précis sur Terre. J'étais assis là, je buvais, je regardais l'eau, et je me disais que ce moment précis. Ce moment avec le coucher de soleil, ce silence, et ce grand vin servi dans un simple gobelet, ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé, à l'époque où je conservais précieusement cette bouteille. En ce temps-là, j'imaginais une table élégante, des bougies, et son visage, face à moi. Mais le moment présent était bien meilleur. Il était plus authentique. Je réfléchissais à la vengeance, et à la façon dont elle fonctionne réellement. Pas dans les films ou dans les romans, mais dans la vraie vie. Quand on est une personne de chair et de sang, et que l'on souffre atrocement. Dans les films, la vengeance, c'est le feu, ce sont les cris, les assiettes brisées, et une scène magistrale de révélation. Mais, au cours de ces derniers mois, j'ai compris que la véritable vengeance, c'est le froid. Un froid silencieux, constant, d'une patience infinie. C'est quand on ne crie pas, quand on ne pleure pas, quand on n'envoie pas de message à 3 heures du matin, et quand on ne téléphone pas pour vider son sac. C'est quand on referme la porte, qu'on redescend dans la cour, qu'on s'assoit dans sa voiture, et qu'on commence à réfléchir. De manière méthodique, sans aucune hâte, avec un respect absolu pour les détails. Parce que les détails, c'est ce qui compte le plus. Quand mon verre a été vide, je suis resté assis encore un moment. J'ai regardé l'eau s'assombrir, j'ai écouté le bruissement des roseaux, et j'ai pensé à eux. Enfin, non, je ne pensais plus à eux depuis longtemps. Je pensais simplement à ce qui m'attendait. À mon nouveau bureau, que j'avais déjà loué. À mon nouvel associé, avec qui j'avais déjà eu 3 entretiens, un homme jeune, vif, qui n'avait pas l'habitude de signer un document sans l'avoir lu. À mon appartement, où le silence ne me semblait plus du tout vide. Il me semblait pur. J'ai pris ma canne à pêche, j'ai lancé la ligne là-bas, là où des cercles invisibles ridaient la surface de l'eau dorée, et je me suis mis à attendre. Les poissons mordaient bien.